souvent, une démocratie, ce n'est pas forcément le droit qui est édicté que par la majorité. Et donc en Israël, il n'y a que la Knesset, donc il n'y a pas de cour, il n'y a pas de chambre, il n'y a que la Knesset d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de constitution. Et si vous voulez, avec les années, la Cour suprême s'est donné ce rôle-là, de dire voilà, moi je peux considérer que moi je vais vérifier si les lois qui ont été dictées par la Knesset sont bien conformes aux principes, j'allais dire constitutionnels entre guillemets, de l'État d'Israël. Et comme je vous l'annonçais, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Or, Daniel. On parle beaucoup depuis le résultat de ces élections, depuis que l'on sait que c'est Binyamin Netanyahou qui va former la prochaine coalition avec les partis de droite et de droite nationaliste et orthodoxe. On parle beaucoup de cette loi. En hébreu, on appelle ça la Piskat Hitgabrut. Et en français, on va essayer de traduire ça par une loi de supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. Et on aimerait bien que vous nous expliquiez ce dont il s'agit. Quelle est la teneur de cette loi ? Alors, je vais vous expliquer. Avant d'expliquer la loi, j'ai besoin, Daniel, de vous parler 2 minutes de ce qui se passe avant cette loi. C'est-à-dire que depuis, vous savez qu'en Israël, il n'existe pas de constitution. Mais depuis 30 ans, la Cour suprême s'est arrogé le droit de pouvoir annuler certaines lois qui ont été dictées par la Knesset. Ce qui est évidemment une ingérence, j'allais dire, entre le pouvoir judiciaire d'une part et le pouvoir législatif d'autre part. Ce principe, a priori, n'est pas choquant. Il existe en France. Par exemple, en France, vous avez le Conseil constitutionnel qui vient annuler certaines lois qui ont été érigées par le Parlement. Or, en Israël, ce principe, comme il n'y a pas de constitution, c'est la Cour suprême qui se l'est octroyé. Je vous donne un exemple, la Cour suprême souvent a suspicionné, j'allais dire, les politiques. La première jurisprudence a été d'ailleurs il y a très longtemps par Eliakim Rubinstein, qui avait déposé donc un pourvoi à la Cour suprême en visant annuler une loi qui donnait une subvention aux partis politiques. Chacun des partis politiques, en fait, s'était donné une grosse part du gâteau. Peut-être trop grosse part du gâteau, et la Cour suprême avait décidé d'annuler cette loi, ce qui pourrait choquer. Maintenant, ce qui se passe, c'est pas évidemment depuis 30 ans, la Cour suprême a utilisé, j'allais dire, en nombre de fois, ce droit qu'elle s'est arrogé, c'est-à-dire d'annuler un certain nombre de lois. Et elle arrive justement, il se trouve qu'il y a certaines questions, surtout en matière, j'allais dire, religion et État, où la Cour suprême s'est prononcée. Et les partis, certains partis, d'ailleurs certains partis donc du camp de l'échiquier, j'allais dire du côté à droite politique, on dit nous, on voudrait avoir nous le dernier mot. Le dernier mot, ce serait quoi ? Ce serait que si la Cour suprême annule une loi, nous, la Knesset, on veut avoir la capacité de pouvoir annuler une annulation. C'est-à-dire que il y a une jurisprudence qui vient intervenir sur nos lois, et ben nous, on voudrait pouvoir annuler ce jugement. Voilà, c'est ça ce que vous appuyez en hébreu la Piskat Hitgabrut. Et c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait automatiquement, à partir du moment où il y a un décret de la Cour suprême qui va à l'encontre d'une loi de la Knesset, que ce décret automatiquement donc serait nul et non avenu, c'est cela ? Non, ce serait pas automatique. Alors ça justement, vous posez une question très importante. C'était, admettons qu'il y ait une loi qui soit édictée par la Knesset, cette loi a été annulée par la Cour suprême. La Knesset aurait la capacité de faire une loi supplémentaire pour pouvoir annuler ce jugement. C'est-à-dire annuler l'annulation. Et une des questions qui se pose, c'est de savoir, la Knesset, oui, mais à quelle majorité ? C'est-à-dire, est-ce que ce serait une majorité simple, comme elle existe dans les lois de la Knesset, à 61 députés ? Est-ce que ce serait, j'allais dire, une majorité renforcée, avec, par exemple, on parle de 65, 67 députés, c'est-à-dire une majorité un peu plus renforcée, parce que on va quand même porter atteinte à un jugement de la Cour suprême. Tout ça, c'est encore, évidemment, dans les petits papiers des politiques, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être décidé. Alors, cette loi, on le comprend, c'est une des exigences des partis orthodoxes, en particulier le judaïsme de la Torah.
Comment finalement expliquer qu'on en soit arrivé là? Parce que j'écoutais hier des experts qui disaient que en fait, ça n'a jamais véritablement, il n'y a jamais eu de problème de la sorte, au moins pendant les 50 premières années de l'existence de l'État d'Israël. C'est-à-dire la Cour suprême ne s'est jamais mêlée des affaires de la Knesset et n'a jamais cassé la moindre loi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est dans le cadre justement de cette révolution de l'activisme juridique prôné par Aaron Barak que l'on s'est retrouvé dans cette situation? Non, il y a eu des lois qui ont été cassées par la Cour suprême et considérées comme inconstitutionnelles. Je vous ai donné l'exemple d'Eliakim Rubinstein. Il y a d'autres exemples qui ont... Oui, mais ça c'est récent. C'est-à-dire on dit que pendant les 50 premières années, c'est-à-dire jusque dans les années 90, il n'y a pas eu besoin d'utiliser, il n'y a pas eu d'ingérence, on va dire, de la Cour suprême dans les... Absolument. C'est-à-dire pas 90, je pense que le jugement Rubinstein, il remonte à 82, 83. Oui, tout à fait. Pendant les premières années de la création, la Cour suprême ne s'était pas arrogé ce droit. Et petit à petit, si vous voulez, il y a eu certaines lois qui ont été faites parce qu'on sait très bien que la démocratie n'est pas forcément qu'un régime où c'est que la majorité qui dirige, j'allais dire, de manière dictatoriale. On se méfie souvent en démocratie, justement, des voix d'une majorité automatique. Souvent, une démocratie, elle est caractérisée par ses contre-pouvoirs. On voit bien en France, par exemple. En France, vous avez, on ne fait pas confiance qu'à l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'il y a le Sénat. Et on ne fait pas confiance non plus à l'Assemblée nationale et le Sénat, parce qu'il y a le Conseil constitutionnel et il y a une Constitution. Si vous voulez, souvent, une démocratie, ce n'est pas forcément le droit qui est édicté que par la majorité. Et donc, en Israël, il n'y a que la Knesset, donc il n'y a pas de cour, il n'y a pas de chambre, il n'y a que la Knesset d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de Constitution. Et si vous voulez, avec les années, la Cour suprême s'est donné ce rôle-là, de dire voilà, moi je peux considérer que moi je vais vérifier si les lois qui ont été dictées par la Knesset sont bien en fonction sont bien conformes aux principes, j'allais dire constitutionnels entre guillemets, de l'État d'Israël. Et c'est un peu ça d'où vient les députés se sont vexés parce qu'évidemment on annule pas, ils sont pas contents qu'on annule en loi. Et c'est un peu ça qui vient créer cette tension. Maintenant cette tension elle vient au paroxysme et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que ces dernières années il y a eu par exemple certaines lois où on pourrait considérer qu'elles portent atteinte à certaines minorités en Israël. Et ces lois ont été annulées par la Cour suprême, conformément, parce qu'elles ont été considérées non conformes aux principes généraux de la démocratie, c'est-à-dire de non-discrimination d'une population par rapport à une autre. Et pourtant, elles ont été votées par la Knesset. Et alors, évidemment, les députés qui ont voté ces lois n'ont pas été contents, et c'est la raison pour laquelle, alors ça s'explique également dans le domaine politique, souvent d'ailleurs dans les lois qui ont été dictées à propos de la Cisjordanie, mais également au niveau religieux, où on pourrait considérer qu'il y a certaines discriminations entre les juifs et les non-juifs. La Cour suprême vient retoquer ces lois et évidemment donc les partis religieux ne sont pas très contents de voir retoquer les lois qui ont été passées à la Knesset. Une dernière question en une minute. Pourquoi certains responsables politiques crient à la fin de la démocratie si cette loi devait être votée? Ben si vous voulez, c'est une partie, c'est pas la fin de la démocratie. Il faut pas non plus exagérer, mais je crois que laisser, et comme je vous l'ai dit avant, la démocratie n'est pas la dictature d'un parlement, n'est pas non plus la dictature d'un exécutif, même s'il a été élu. Et on considère que la démocratie, ça doit être vu par ses pouvoirs et également par ses contre-pouvoirs. Et c'est clair que ce serait cette loi, si elle passe, elle porterait atteinte à un contre-pouvoir. Mais je crois que, enfin mon avis personnel, si je peux le prononcer avant la fin, c'est que ce serait pas une mauvaise idée, mais à condition d'avoir une sorte de majorité pour pouvoir annuler ces arrêts de la Cour suprême, parce qu'on peut dire que c'est aussi la dictature du judiciaire. Moi je pense qu'il serait peut-être sain d'édicter cette loi, mais non pas qu'on puisse donner au Parlement la possibilité d'annuler un arrêt de la Cour suprême, mais à une majorité agrandie. C'est-à-dire qu'avec, s'il y a 67 députés ou 70 députés, si vous voulez qu'il y ait un consensus au sein du Parlement qui permettrait, un consensus suffisamment large, qui permettrait de dire oui, on veut annuler cet arrêt de la Cour suprême.
Ok. Eh bien, on l'a bien compris. C'était important de nous préciser en fait les détails de ce que l'on appelle le Piskat Gabrout, donc cette loi de supériorité. Je ne sais pas si la traduction est exacte, de supériorité de la Knesset sur la Cour suprême. En tout cas, grâce à vos explications, on a mieux compris ce dont il s'agissait. Merci beaucoup, Maître Philippe Koskaz, d'avoir été avec nous ce matin, et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.